Bonsoir, merci d'être là nombreux ce soir. Tout d'abord, merci au lycée Hélène Boucher de nous permettre de faire cette intervention qui devrait normalement attirer l'attention et éclairer un peu tout le monde sur un sujet qui est un sujet brûlant de société, le stress, qui est un fléau de nos sociétés modernes puisqu'il touche un petit peu tout le monde, toutes les couches, tous les domaines professionnels et même les familles. Le stress, on en parle souvent, on a du mal à le définir. Quel est son impact sur notre santé, physique, psychologique, mentale? Quels sont les troubles émotionnels qu'il provoque en nous? Mais il y a également des outils. Et les outils, c'est le docteur Aziza ce soir qui va nous éclairer sur la question. Le docteur Jean-Luc Aziza est un médecin, dermatologue à Paris, qui professe depuis 30 ans. Il s'est penché sur la question à travers les sujets, à travers son expérience vivante, et je peux dire peut-être même une expérience épidermique. Il a fait donc une formation donc dans ce domaine-là, sur les risques et les aspects psychosociaux donc, du stress, qui l'ont amené justement à approfondir ce sujet. Aujourd'hui, il intervient dans différents domaines de l'entreprise et il va nous en parler ce soir, de façon à ce qu'on puisse le combattre, car on l'aura mieux connu. Merci, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout le monde m'entend bien? Donc encore merci au lycée et à tous les organisateurs de cette réunion. Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour aborder le sujet du stress et surtout y voir clair dans ce sujet et y trouver des solutions. Alors, l'importance du stress, tout le monde en parle. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est? On va essayer de définir, mais déjà pour faire toucher du doigt l'importance du problème. Quand vous voyez que le stress coûte en moyenne 3 milliards d'euros sur le budget national à la France, c'est 20 milliards d'euros à l'échelle de l'Europe, c'est 200 millions de dollars 200 milliards de dollars à l'échelle des États-Unis. Donc ce sont des chiffres pharaoniques et on a du mal à percevoir un peu de manière concrète ce que cela représente. C'est pour ça que je vous ai écrit que ça représente à peu près la moitié du déficit de la sécurité sociale. Donc si on arrête de stresser, eh bien déjà on va se porter mieux. Et voilà, je vous ai montré un petit peu l'importance que cela peut avoir à une échelle de la société. Alors, pour me présenter, je suis donc investi dans le problème du stress depuis un certain nombre d'années. Très près de nous, j'ai fait l'objet d'un interview du Figaro l'année dernière à propos de l'attentat de l'hypercachère de la porte de Vincennes, donc nos malheureux voisins, et j'étais intervenu pour traiter les ex-otages de ce que l'on appelle le stress post-traumatique, c'est-à-dire le traumatisme qu'ils avaient vécu de ma propre initiative, et donc j'avais été interviewé sur cela l'année dernière. La journaliste du Figaro voulait faire le point de qu'étaient devenus les otages 2 ans après l'attentat. J'ai également fait l'objet d'une interview par Femme Magazine, cet organe de presse, c'est l'organe de presse principal du Luxembourg, et nous sommes dans l'attente d'un livre que j'ai écrit sur la gestion du stress, et surtout ce qui m'intéresse, c'est vaincre le stress. Alors, de quoi parlons-nous? Ça sera toujours important de donner une définition à la chose, parce que le stress, tout le monde en parle, tu me stresses, il me stresse, je suis stressé, mais savons-nous de quoi on parle? Alors on va en donner 2 définitions, une définition qui est très simple, qui a été adoptée par l'Agence européenne de la santé, et donc on dit que la personne stresse lorsque le poids de ses contraintes dépasse ses capacités, donc ses ressources pour y faire face. Donc il y a une sorte de balance entre les contraintes que l'on reçoit, de contraintes psychologiques, contraintes physiques de l'individu, et les ressources qu'il a pour y faire face. Alors, il existe une définition plus médicale qui nous dit la chose suivante, c'est que le stress représente l'ensemble des réactions qui sont biologiques, physiologique, psychologique d'un individu qui est soumis à une menace ou à une situation imprévue, dans quelque chose qui l'agresse en quelque sorte. Et donc cet ensemble de réactions de ce qui se passe au niveau du corps et au niveau de son esprit. Alors,
On va prendre un exemple banal, un exemple courant que vous connaissez tous. Et donc, devant cette situation inopinée, nous sommes allés interviewer le pauvre cycliste qui se trouvait un petit peu poursuivi. Juste pour anecdote, je peux vous dire que ce jour-là, il a battu tous les records. Alors, nous l'avons interviewé, que nous dit-il? Il nous dit que le stress est une réaction normale. Je vais m'écarter un petit peu. Voilà. Que le stress est une réaction normale. Et c'est une réaction salvatrice. Salvatrice, ça veut dire que ça nous sauve. La preuve. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un stress aigu, eh bien, on va développer une énergie radicale pour se sortir d'affaire. Je donne souvent l'exemple de... On marche distrait dans la rue, et puis on est dans ses pensées, on ne fait pas attention, on traverse. Et puis paf, on est réveillé par un coup de klaxon qui nous fait bondir en arrière, et on a bondi en arrière avant même de réaliser qu'on allait se faire écraser. C'est une réaction de stress aiguë. Alors il ne faut pas la condamner, celle-là. Vous voyez, quand on dit le stress est une réaction qui nous sauve la vie. Elle nous donne l'énergie pour nous sortir d'une situation. Donc là, on est dans une situation qui se prolonge pour le pauvre cycliste. L'exemple de ce coup de klaxon qui nous a fait bondir en arrière et nous a sauvé la vie. Après, on se sent un peu moite, on se sent un peu fatigué, on se sent un peu vidé avec les jambes qui tremblent. Ça, c'est le contre-coup. Mais la réaction de stress nous a donné une contraction musculaire radicale qui nous a fait ce bond en arrière qui nous a sauvé la vie. Donc là, on continue à interviewer le cycliste qui nous dit ce que je viens de vous dire en d'autres termes. Il nous dit que le stress lui permet l'adaptation biologique et psychologique, c'est-à-dire dans le stress aigu, encore une fois, on va être concentré à se sortir d'affaire. Toute la biologie, tout ce qui se passe dans notre corps, c'est-à-dire la contraction des muscles, les battements cardiaques, la concentration cérébrale va être dirigée vers une seule chose, se sortir d'affaire. Alors, cette réaction, bien sûr, elle est coûteuse en énergie physique, j'ai dit, après on se sent un peu vidé, et énergie psychologique, psychique, après on se sent vidé aussi au plan cérébral. Maintenant, on s'est pris en pitié pour ce pauvre ours qui court après lui sans arrêt. Alors, on est allé l'interroger aussi. Lui nous dit que la réaction de stress, quand elle est trop intense, qu'elle est devenue chronique, c'est là qu'elle n'est plus une réaction qui s'adapte à la circonstance, elle devient inadaptative, ça veut dire, et on parle de stress dépassé, on parle de stress pathologique. Voilà un petit peu, de manière claire, pour vous définir ce qu'est le stress et ses caractères naturels, ce que certains appellent le stress positif, donc le stress naturel. Alors, la biologie du stress, c'est ce que certains appellent maintenant les neurosciences, de ce qui se passe dans notre cerveau. Il faut que vous sachiez que l'information stress arrive au cerveau par nos organes des sens. Exemple, la vue, on voit une situation, on voit une menace qui arrive à nous. L'ouïe, on entend un bruit d'explosion par exemple. L'odorat, on va sentir une odeur de gaz ou quelque chose de similaire. Vous voyez, les organes des sens vont informer le cerveau de ce qui arrive, de ce qui se passe. Cette information conduite au cerveau va être traitée dans des organes spéciaux qu'on va décrire très rapidement, et cela ça va donner la réponse de l'individu à ce qui lui arrive comme information. Alors, le cerveau a une structure particulière, mais cette zone qui est en orange, qui représente le centre géographique du cerveau, c'est également le centre de commande. On l'appelle le thalamus. Vous avez appris le thalamus? Non? Ben, voilà, soyez contents, je vous présente aujourd'hui le thalamus. C'est le centre géographique et le centre de commande du cerveau. C'est lui qui centralise les informations qui lui arrivent et qui va les distribuer à des structures spéciales du cerveau qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure qui fait le tour, vous voyez, c'est la petite queue, si vous la voyez bien, qui fait le tour du thalamus, et on lui a donné le nom d'hippocampe. Vous savez tous ce que c'est un hippocampe? Bien, tout bonnement parce que ça lui ressemble, ça a une forme arrondie qui ressemble à un hippocampe. L'hippocampe va gérer la mémoire des événements et va nous donner un apprentissage de nos réactions aux différents événements qui nous arrivent dans la vie. C'est-à-dire que lorsqu'on a vécu une situation, lorsqu'on est à nouveau confronté à cette même situation, on en a une expérience, et bien c'est l'hippocampe qui se charge
de gérer ce type d'expérience et des réactions que l'on va avoir, qui sont le fruit de la nouvelle expérience. L'amygdale, c'est une petite structure en forme d'amande, d'où le nom amygdale. L'amygdale, c'est à ne pas confondre avec les amygdales hein, de la gorge. On parle de l'amygdale, des amygdales cérébrales. Donc, c'est le centre principal de la gestion des émotions, du stress et des peurs. Donc, l'amygdale, c'est l'organe principal de la gestion du stress. Et enfin, ce que l'on appelle le cortex préfrontal, c'est qui se situe juste derrière le front, ici. Le cortex préfrontal, donc, qui donne, lui, une analyse consciente aux événements. Alors, vous l'avez ici en vue peut-être plus précise, plus détaillée, du thalamus, la petite boule centrale, ce qui fait le tour, donc l'hippocampe, cette forme arrondie, et la structure en boule, cette amygdale en forme d'amande. Alors, pourquoi je vous présente ça? Parce que c'est déjà intéressant, à mon sens, de vous montrer que lorsqu'on est stressé, c'est pas un spectre vague et flou qui nous tombe sur la tête, ça répond d'abord à une définition précise. Cette notion de stress se gère dans des organes du cerveau qui ont une identité précise, et donc il faut que vous compreniez de manière à vous épargner que lorsqu'on stresse, eh bien on se fait du mal au cerveau, et je pense que personne ici n'a envie de se faire du mal tout court et a fortiori au niveau de son cerveau. Alors voilà une première leçon si vous me permettez. Le système nerveux, c'est le noyau de commande de l'ensemble de l'organisme, que ce soit dans ses structures d'organes, de muscles, de sensibilité. Et il faut que vous sachiez une chose, c'est que le système nerveux donne son énergie vitale à l'ensemble du corps humain par des impulsions que l'on qualifie d'électriques, qui cheminent le long des nerfs, qui sont en continuité avec le cerveau, la moelle épinière. Cette énergie vitale, elle est distribuée à l'ensemble des organes, à l'ensemble du corps, la bonne santé que l'on peut avoir, c'est justement par cette bonne distribution de cette énergie vitale qui est matérialisée par ces sortes d'impulsions électriques. Lorsqu'on est stressé, on va donner l'image du cerveau, c'est qu'il y a des milliards de connexions entre nos cellules dans le cerveau. Et bien on va donner l'image que le cerveau ressemble à une boîte électrique avec ces milliards de connexions. Et bien lorsqu'on est stressé, il se passe des perturbations biologiques au niveau des neurones, des cellules donc, du cerveau, qui vont être encombrées de ce que l'on appelle des radicaux libres. Je ne sais pas si vous avez... je vois que certains hochent la tête, connaissent les radicaux libres, bravo. Ce sont des molécules agressives pour les cellules qui vont donc encombrer les neurones et vont gêner le bon fonctionnement naturel. Et ce qui fait que là ou là, selon les endroits qui vont pâtir de cette accumulation que l'on peut comparer à des faux contacts, hein, si je redonne l'image de la boîte électrique, eh bien selon les zones du cerveau touchées, nous aurons une expression organique du stress chronique, donc du stress pathologique, qui va porter sur tel ou tel organe. Alors, on peut le voir en détail, et cette page est très importante, parce qu'elle vous montre combien le stress chronique, ce stress prolongé, peut être délétère et peut donner toutes sortes de pathologies. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on stresse de manière chronique, on devient anxieux. Maintenant, si je vous dis quelle est la différence entre le stress et l'anxiété, alors je vais vous le donner tout de suite parce que c'est un petit peu, à la fois c'est simple, mais il faut le savoir. Le stress, je vous l'ai donné dans la définition, c'est cette réaction que l'on a à un danger ou une menace qui est concrète. Tandis que l'anxiété, c'est encore plus pernicieux, c'est à peu près la même symptomatologie, mais face à un danger qui n'existe pas. La personne anxieuse, elle va se morfondre pour un danger imaginaire ou pour un problème imaginaire. C'est-à-dire que vous avez compris qu'à force de stresser, pour des raisons encore une fois concrètes, on peut en venir à garder les mêmes symptômes
de cœur qui palpite, de se sentir pas bien en soi, d'avoir des aigreurs d'estomac, de se sentir l'esprit encombré, alors qu'il n'y a aucune raison. Et c'est ça la dangerosité et la problématique de l'anxiété. Vous avez saisi la différence entre les deux. Dans la continuité de ces pathologies psychologiques liées au stress chronique, on peut subir une dépression, l'épuisement de l'organisme. Vous savez que dans la dépression aussi, il y a un épuisement psychique et physique, et c'est ce qui va définir dans un instant ce qui s'appelle le burn-out. Et donc, comme je parle tout de suite là de l'épuisement, je vous parlerai également tout de suite après du burn-out pour donner une définition précise du burn-out et clarifier certaines choses. La prise de poids, certains perdent du poids, la plupart du temps avec le stress on prend du poids. Des pathologies digestives, je vous ai noté la notion de spasme. Dans beaucoup d'organes qui vont pâtir du stress, il se produit des contractions musculaires très fortes, ce que l'on appelle des spasmes musculaires. Alors sachez qu'au niveau de l'intestin, nous avons les muscles au niveau de l'intestin qui assurent le cheminement des aliments. L'estomac lui-même se contracte pour nous aider pour permettre la digestion. Mais lorsque ces muscles, au lieu de se contracter de manière harmonieuse, se spasment, c'est-à-dire ce qu'on appelle une contracture, c'est-à-dire une contraction extrêmement forte et quelquefois irréductible, ça crée des douleurs et ça crée des blocages. Et bien donc, on est dans la même définition du stress qui crée ces fameuses douleurs et blocages, donc au niveau digestif, au niveau musculaire. Vous avez des personnes en fin de journée qui se sentent bloquées ici au niveau des trapèzes, elles ont des douleurs, et ce n'est pas spécialement à cause de leur position penchée sur le bureau, c'est parce que le stress crée des contractions musculaires très fortes, ces fameux spasmes, à différents niveaux possibles. Nous pouvons subir des perturbations métaboliques à cause du stress. Le diabète, vous savez ce que c'est le diabète? C'est la mauvaise gestion du sucre, et donc il s'agit d'une pathologie qui va se situer au niveau du pancréas, cet organe qui est fait pour gérer le sucre grâce à la synthèse notamment de l'insuline, l'hormone qui permet de gérer le sucre. Alors, vous voyez, ces pathologies continuent avec des choses qui peuvent être encore beaucoup plus graves, de diminution des défenses immunitaires, et sachez-le, nous pouvons avoir des infections, donc attraper plus facilement des infections lorsqu'on est en période de stress, et encore plus malheureusement, la naissance de cancer à cause du stress. Alors tout ce que je vous cite là est prouvé, et il y a des références importantes. Nous n'avons pas le temps ni l'occasion ici de tout détailler, mais je tiens à insister sur cette page qui est importante pour réaliser combien le stress chronique peut être responsable de pathologies, et de pathologies des fois difficiles à résoudre. Je voudrais juste vous donner une ou deux illustrations. Est-ce que vous savez par exemple qu'à cause du stress chronique, on peut avoir une baisse de l'acuité visuelle? On va voir moins bien à cause du stress. Pourquoi? Eh bien regardez. Les yeux fonctionnent, s'adaptent à ce que l'on veut voir, d'abord parce qu'on a deux yeux. Donc les deux yeux vont focaliser sur le point que l'on veut voir. Cette focalisation se fait par des muscles que l'on a autour des yeux, qui sont des muscles que l'on qualifie de oculomoteurs, donc capables de faire bouger les globes oculaires et les faire converger à la bonne distance de ce que l'on veut voir. À l'intérieur de l'œil, il y a également des mouvements musculaires pour que le cristallin se dilate ou se contracte et adapte notre vision à la distance. Eh bien, je vous ai parlé des contractures musculaires, elles peuvent également s'exercer au niveau des muscles des yeux, et vous avez des personnes qui deviennent incapables d'adapter leur vision à la distance parce qu'ils subissent des contractures musculaires soit à l'intérieur de l'œil, soit au niveau des muscles responsables des mouvements des deux yeux, et de les rendre convergents. Et les orthoptistes c'est une spécialité paramédicale qui s'occupe de la rééducation de la vision. Le disent eux-mêmes, ils ont des fois un mal fou à réduire ces contractures musculaires responsables d'une baisse de l'acuité visuelle.
Deuxième exemple que je vous donne, deuxième illustration, un jeune homme de 16 ans, que je vois à mon cabinet pour de l'acné. Et je lui fais faire une prise de sang pour lui prescrire un médicament assez fort, donc il mérite d'être surveillé. Et c'est de manière providentielle parce que normalement on ne doit pas demander la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang pour ce bilan que je devais faire. Et bon, j'ai cliqué sur cette touche, ça s'est imprimé, la glycémie, en plus du bilan que j'avais le besoin de lui donner. Et vraiment, c'est de manière providentielle, parce que la glycémie était extrêmement élevée. Alors, la mère m'appelle, je lui dis, c'est pas possible, c'est une erreur du laboratoire. On avait un jeune homme qui était en parfaite santé, en apparence en tout cas, et alors on refait la prise de sang, c'était une erreur. Et la deuxième prise de sang nous montre le même résultat, la glycémie au plafond. Alors, hospitalisation, on diagnostique un diabète. Donc ce jeune homme, en apparence normale, eh bien, il sort de l'hôpital avec une piqûre d'insuline, matin et soir, le contrôle de sa glycémie avec la goutte au sang, je ne sais pas si vous savez ce que c'est ça. Et c'est incroyable, incroyable. Donc moi, je n'arrivais pas à accepter ça, et à force de le voir, et je demande à ça, une fois j'ai eu une conversation avec sa maman, et qui me dit, je lui dis, c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, et elle me bon, on a réfléchi ensemble et finalement, on a compris qu'il ne s'exprimait pas. Mais il vivait mal la séparation des parents, les conflits, et que finalement, ce diabète, alors on ne peut plus surprenant, était en fait la conséquence de ce stress chronique et intériorisé. Comment on enclenche le stress chronique? Est-ce que c'est seulement par l'esprit qu'on peut mettre fin? La question, comment est-ce qu'on enclenche le stress chronique? Eh bien, le stress chronique répond à une agression qui est chronique. Vous voyez? Donc la personne qui vit mal son travail, la personne qui a des soucis chroniques, comme on vient de voir l'exemple de ce jeune homme qui ruminait en fait en lui ses tracas de ses parents, séparés, les conflits, etc. Donc devant l'agression chronique, on développe malheureusement aussi le stress chronique. Le support biologique, si vous voulez, le support biologique de ce stress chronique, c'est l'augmentation du taux de cortisol, donc les hormones cortisol. Voilà. Le burn-out, deuxième question. Est-ce que le stress chronique a un lien avec les crampes? Alors, est-ce que le stress chronique a un lien avec les crampes? Les crampes peuvent répondre à de nombreuses origines. Mais je vous ai dit clairement que le stress s'exprime souvent par des contractures musculaires. Donc, je vous réponds oui, le stress peut être responsable des crampes, ça n'est pas la cause exclusive. Excusez-moi, j'ai une question ici. Avec plaisir. Sur le cas que vous avez mentionné là tout à l'heure de ce jeune qui avait de l'acné, qui est venu vous voir comme ça, c'est pas son stress qui a déclenché l'acné. Donc comment les parents auraient pu se rendre compte de son état de stress autrement que par cette providence Alors donc la question est, le jeune homme a consulté pour de l'acné, il n'avait pas de symptômes du stress, comment si il n'avait pas eu d'acné finalement, et il n'avait pas consulté, comment en serait-on arrivé à découvrir son stress chronique et son diabète? C'est ça. Comment nous, en tant que parents, on peut détecter que nos enfants sont stressés? Eh bien, s'ils ne le disent pas. Alors, donc vous ne demandez pas comment on aurait pu diagnostiquer son diabète, c'est comment on aurait pu diagnostiquer son stress. Ça, vous me reposerez la question à la fin de la conférence, parce qu'à mon avis, vous aurez eu la réponse tout au long de la conférence. Ça va? Je voudrais poser une question. Avec plaisir. Entre le stress et les situations de panique dues à un choc post-traumatique, qu'est-ce qu'il y a la différence entre le stress, l'anxiété et des personnes, par exemple, qui ont des situations de panique qui ne peuvent plus sortir, voilà. Alors, donc vous me citez, donc vous me demandez quelle est la relation ou le rapport entre le stress chronique et des personnes qui
donc restent enfermées chez elles, qui ont un sentiment de peur panique. C'est ça votre question? Voilà. Alors c'est ce que l'on appelle l'agoraphobie, cette peur panique, cette peur de la foule. Alors ça répond exactement aux conséquences d'un stress chronique ou plutôt d'un stress suraigu. Le stress post-traumatique, donc la personne qui est traumatisée, et on a cité tout à l'heure cet exemple de nos voisins, hein, de l'hypercachère de la porte de Vincennes qui était prise en otage. Donc ce traumatisme est un bouleversement de l'individu et qui peut même surpasser les pathologies que l'on voit avec le stress chronique, mais donc de manière immédiate. Donc c'est un syndrome anxieux. Vous voyez, on est dans le chapitre de la première ligne, les syndromes anxieux, l'agoraphobie, ces sentiments de panique, font partie de ces syndromes d'anxiété. Bon, on peut voir la question de fin. Je vous en prie. Comment le temps médical, le travail, aider ces personnes? Alors, vous me posez la question de quels sont les traitements disponibles pour traiter ce type de syndrome anxieux et notamment de ce stress post-traumatique. Il y en a plusieurs. Il y a des ressources médicamenteuses qui sont moyennes, c'est notamment les antidépresseurs. Vous avez des ressources de la parole, donc de psychothérapie, de permettre aux personnes de se libérer de leur stress, notamment par la parole. Vous avez d'autres ressources comme celles que j'ai mises au point, que j'ai qualifiées, j'ai appelé de neuroénergie. Ce sont des séances énergétiques qui me permettent d'atteindre directement les centres nerveux que je vous ai montrés tout à l'heure pour les libérer de leur faux contact, hein, de leur stress. Et donc c'est notamment ces méthodes que j'ai employées pour les exhautages de la porte de Vincennes. On avance, puisqu'on a parlé de l'épuisement, de la dépression, on va parler du burn-out. Le burn-out défraie la chronique. Alors le burn-out, moi je l'appelle la pointe de l'iceberg. Parce que il défraie la chronique, il est sous les feux des projecteurs, tout le monde parle du burn-out. Le burn-out, il y a des livres entiers et des articles qui paraissent régulièrement sur le thème du burn-out. Alors c'est bien de clarifier les choses dans notre sujet sur le stress. Qu'est-ce que c'est que le burn-out? Le burn-out, c'est le professeur Freudenberger, un psychologue américain qui dans les années 70 a repris ce terme qui avait déjà été cité avant, mais c'est lui qui l'a mis en valeur en disant, le burn-out ça veut dire la mèche en fin de combustion. Donc ça veut dire vraiment quand on est arrivé au bout du rouleau. Il donnait l'image, lui, d'un immeuble qui a brûlé dont il ne reste que la carcasse, c'est-à-dire en fait il reste l'apparence de l'individu, mais à l'intérieur comme si le sujet était vidé de ce que je peux appeler, comme tout à l'heure, l'énergie vitale que normalement le cerveau distribue. Alors il faut savoir que le burn-out n'atteint pas tout le monde. Le burn-out, il va toucher les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont le plus affectivement investis dans leurs tâches. Et également, vous voyez ce jeu de mots, mais qui n'est pas faux, il va toucher ceux qui ont su s'enflammer dans leur travail, s'enflammer jusqu'à s'éteindre. Alors, la définition est avant tout clinique. Le burn-out répond aux personnes qui sont en situation d'épuisement, épuisement physique, épuisement psychologique. Les personnes se sentent vidées. Ce qui est dramatique avec le burn-out, c'est que ce sont des personnes qui, en pré-burn-out, se sont démenées pour arriver à répondre à leurs tâches. Alors, quand c'est... on parle de personnes salariées donc, qui ont multiplié leurs heures de travail en pensant qu'on va y arriver, je vais y arriver. Et alors, leur travail n'est pas productif parce qu'ils pédalent dans le vide, mais ils multiplient leurs heures de travail jusqu'à l'épuisement et un matin, ils n'arrivent même pas à se lever. Donc le burn-out typique, c'est la personne très dynamique, qui était active, qui était très affectivement investie dans son travail, et un beau matin, elle n'arrive plus à se lever. Et puis, plus rien ne compte. Les enfants amenés à l'école, le travail, plus rien ne compte. C'est des personnes qui sont vidées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le vide émotionnel, avec l'épuisement physique. Et le cynisme, c'est quoi le cynisme? C'est voir
ce qui avant motivait de manière très affective leur activité, qui est vu maintenant avec rejet, avec dégoût. C'est par exemple le médecin en burn-out qui va dire tous ces gens avec leur maladie, je ne peux plus les voir. Voyez? Alors voilà un peu la définition clinique, et je vous ai donné un moyen mnémotechnique pour retenir les caractères du burn-out. Le sujet se sent lessivé. Alors attention, ce n'est pas un cours d'orthographe, c'est juste un moyen mnémotechnique. L'épuisement, le cynisme et le vide émotionnel. Un jour, j'étais à un feu rouge et je vois passer au passage piéton un papa qui poussait son fils avec un vélo comme ça, avec des pédales factices. Avec des pédales factices. Et le petit, il pédalait, et puis il se retournait vers son père avec un sourire radieux comme ça. Avec un sourire radieux, de l'air de dire, tu as vu comme je pédale, tu as vu comme je t'aide. En fait, il pédalait dans le vide. Et je me suis dit, c'est une belle image du pré-burnout, la personne qui veut faire, elle croit qu'elle va y arriver, elle va faire, et total, ça ne sert à rien. Alors, je vous dis ça parce que c'est un peu amusant, mais pour vous dire aussi une chose, c'est qu'une personne qui prépare un burn-out, elle ne demande pas forcément de l'aide, elle croit qu'elle va s'en sortir. Et on a un devoir de dépistage. Si on voit dans notre travail, dans nos relations, quelqu'un qui semble répondre à ces définitions que je vous ai données, donc savoir mettre en alerte et finalement quelquefois même lui imposer de l'aide, parce que souvent elle ne demandera pas. Alors comme je suis aujourd'hui ici dans un lycée, j'ai voulu personnaliser ce que je vous dis sur cette notion de stress, en plus liée à l'orientation, à ce choix qui s'offre à vous dans votre orientation d'avenir. Alors, il faut que vous sachiez que le burn-out, normalement, c'est un terme qu'on réserve au travail. C'est une dépression par épuisement avec la composante travail. Et puis, par un peu abus de langage, ça a été un peu galvaudé, et on parle de burn-out de la ménagère. La ménagère, bon, alors c'est son travail, la ménagère, bon. Par contre, en ce qui vous concerne, en ce qui concerne des élèves, et des élèves de tout niveau, eh bien, la scolarité, c'est votre travail. Donc, on peut garder aussi cette notion de burn-out par rapport à votre activité scolaire. Il faut savoir que les choses se sont aggravées dans la situation scolaire, comme un peu dans notre société. 3 fois plus de dépression chez les jeunes qu'en 2004. 50% des 13-18 ans se disent sous pression. C'est autant que chez l'adulte. Et les filles sont 2 fois plus victimes que les garçons. Est-ce que vous savez pourquoi les filles sont 2 fois plus victimes que les garçons? Vous avez une idée? Alors je vous dis pourquoi, moi. Parce que les garçons, quand ils dépriment, eh ben, ils laissent tomber. Alors c'est l'adolescent qui va coller au sofa, vous voyez, mais la jeune fille qui déprime ou qui prépare cette dérive, eh bien, elle au contraire, elle est perfectionniste, elle veut y arriver, et donc c'est pour ça qu'on voit plus de dépression chez les jeunes filles que les garçons qui ont déjà laissé tomber avant ça. Les ingrédients des troubles psychologiques et de l'épuisement scolaire, c'est donc je relève encore cette notion d'aide à apporter en vous disant que la dépression et l'anxiété des élèves sont peu expressives parce que l'élève il se gêne par rapport dans son collège par rapport à ses camarades, il se gêne par rapport à ses professeurs, donc ils essayent de maîtriser leur comportement, ils ne vont pas montrer une tête épuisée, ils ne vont pas montrer leur désarroi intérieur, et donc le diagnostic peut être retardé, et c'est là qu'il faut être en alerte devant des symptômes avant d'en arriver au tableau complètement dégradé. Qu'est-ce qui anime ces dépressions? Bien, c'est la pression des résultats, l'exigence de réussite et la course à la performance. Alors regardez bien ce qui se passe. À qui la faute? Est-ce que c'est dû à une exigence scolaire accrue? Non. Non.
je pense qu'il y a des professeurs ici qui me donneront raison, je pense, à dire qu'on n'a pas d'exigence accrue aujourd'hui par rapport à la scolarité que, par exemple, j'ai vécue il y a un certain nombre d'années. On a aujourd'hui un programme, certes, mais on a des facilités, on a le droit à la calculette. Nous, c'est des choses qu'on ne connaissait pas. Je ne sais pas si vous savez même ce que c'est que la règle à calcul. On avait à peine droit à ça et on avait des tables de logarithmes, nous, quand j'ai passé le bac pour vous. Donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a une exigence scolaire accrue. Non plus la pression des parents. Les parents d'aujourd'hui sont les mêmes parents d'avant. Ils ont envie que leurs enfants réussissent, c'est normal. Mais ils ne sont pas devenus plus durs avec leurs enfants. Le piège de ces enfants qui dérivent en dépression, c'est ça. C'est que la plupart du temps, c'est l'enfant lui-même, et je vous ai dit 2 fois plus de filles que de garçons, en quête de perfectionnisme, en quête de réussite absolue, et c'est ce qui les amène à des fois des phases d'épuisement. Alors pour illustrer ce que je vous dis, nous allons citer les travaux du docteur Henri Laborit. Henri Laborit est un docteur à qui nous devons énormément de progrès dans le domaine du stress, mais également dans d'autres domaines. Et il a fait 3 expériences qui sont amusantes et qui sont absolument calcables sur le comportement humain. On prend une cage avec une cloison et une porte. Dans le premier compartiment, on envoie des petites décharges électriques. Alors le rat, le pauvre, il n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfuit dans le deuxième compartiment. C'est la réaction qu'on définit de fuite. Deuxième expérience, une seule cage, sans compartiment, 2 rats, et on envoie des décharges successives dans le plancher. Les 2 rats qui n'avaient rien l'un contre l'autre au départ se mettent à se battre. C'est très important ce que je vous dis, les rats se mettent à se battre, et cette réaction de bagarre entre les rats va les épargner des mauvaises réactions du stress sur leur organisme. On va y revenir dans une seconde. 3e expérience, le pauvre rat tout seul dans sa cage, qui subit les décharges électriques sans avoir de possibilité de fuir, ni d'exprimer par une bagarre sa réaction de stress, eh bien, vous voyez la tête qu'il a, le pauvre, et il va finir par dépérir, voire à en mourir. 3 réactions, s'enfuir, se battre ou subir. Le docteur Laborit a écrit un livre qu'il a appelé « L'éloge de la fuite ». L'éloge de la fuite. Il disait que se battre, on n'est pas sûr qu'on a les forces nécessaires à la victoire, donc c'est un choix aléatoire. Subir, c'est renoncer, non. Et alors il faisait l'éloge de la fuite. La fuite, ça peut être une fuite physique, c'est-à-dire prendre la fuite, ça peut être une fuite psychologique, c'est-à-dire que face à une réaction de stress, j'espère que j'aurai le temps à la fin de revenir sur ce sujet, face à une réaction de stress, avoir dans son esprit une porte d'évasion qui va faire appel à sortir d'un tiroir de sa mémoire telle scène qui a été pour nous une source de bonheur, ou tel paysage, ou telle image qui a été pour nous une source de bonheur et nous permettre de nous évader. Et je vous donne un exemple de personnes qui ont vécu la déportation. Ces pauvres malheureux en déportation. J'ai eu l'occasion de lire le livre du docteur Frankel et de parler à une autre personne elle-même qui avait été déportée. Le docteur Frankel disait que ce qui lui a permis de tenir dans l'enfer de la déportation, c'était l'image de sa femme. L'idée de retrouver son épouse lui a donné le courage et lui a donné la force de tenir dans toute l'horreur dans laquelle il vivait de cette déportation. La personne à qui j'ai parlé, lui, c'était l'image de sa mère. Et voyez donc cette illustration que je vous donne de cette fuite dans l'imaginaire qui permet de trouver la force nécessaire à vaincre les situations. Alors, se battre, regardez, se battre quand on invente des problèmes. Il y a un modèle expérimental avec les babouins du Kenya. Alors, vous voyez que ce sont des exemples un petit peu curieux, mais Robert Sapolsky, en 1998, a remarqué quelque chose d'extraordinaire. Il essayait de voir un modèle d'examen du stress dans une société
et il examinait la société des babouins du Kenya. Dans un endroit, près d'un centre de vacances, où il y avait donc il a observé qu'il y avait les mâles dominants qui passaient 20% de leur temps à chercher la nourriture et 80% de leur temps à assurer leur domination en tyrannisant les jeunes, les autres mâles et les femelles. Donc 80% de leur temps était à inventer des problèmes pour se battre. D'accord? Les mâles dominants avaient une tension artérielle qui était bonne, avaient un taux de cortisol qui était bon, c'est l'hormone du stress, et avaient donc un rythme cardiaque également qui était bon. Bref, eux qui dominaient ne subissaient pas de stress. Par contre, les dominés, eux, vivaient dans un stress pas possible, avec un taux de cortisol au plafond, une tension artérielle, le rythme cardiaque accéléré. Ils vivaient en stress permanent entretenu, comme je viens de vous le dire. Et voilà un événement, c'est que dans le village de vacances qui était à côté, on a jeté de la nourriture avariée. Et cette nourriture avariée, elle a été mangée par les babouins. Mais qui a mangé en priorité? Qui a mangé en exclusivité? Les dominants. Ils ne laissaient pas les autres profiter du repas. Donc, ils sont morts empoisonnés. Et donc, on a eu cette société de babouins du Kenya qui a été décapitée de leurs dominants, et on a eu une société qui est devenue calme. Les dominés d'hier ne sont pas devenus des dominants eux aussi, ils sont restés normaux. Et ça a donné une société beaucoup plus calme, sans l'agressivité provoquée par l'esprit de domination. Je vous dis ça parce que c'est quand même magnifique, je trouve, de constat, et de vous montrer qu'on peut aussi, on peut tout à fait vivre sa vie sociale, sa vie professionnelle, sa vie scolaire, sans inventer des problèmes et chercher une domination qui va assouvir certaines pulsions donc de certains, et en tout cas pathologiques. Le schéma de Karasek, un psychologue génial, j'accélère un petit peu, mais c'est génial. Karasek est un psychologue américain, dans les années 70, il a établi ce schéma. Et vous trouvez des fois des articles entiers, des livres entiers, qui blablatent sur le stress, mais en fait, Karasek a tout résumé sur ce schéma. Regardez, en bas, la demande psychologique, donc faible ou élevée. De manière verticale, l'autonomie décisionnelle, c'est-à-dire l'autonomie qu'on laisse à la personne pour gérer son temps, pour gérer ses décisions, pour gérer son travail. Eh bien, même si on a une demande psychologique qui est importante, donc élevée, mais par contre qu'on lui laisse une autonomie décisionnelle également élevée, la personne est dans un travail sain. Elle ne subira pas de réaction de stress. Par contre, pour la même demande psychologique qui est faite, la même pression, et si on empêche la personne dans ses décisions, on l'enferme dans un certain carcan décisionnel, et bien là, on va avoir un travail dangereux en termes de psychologie, en termes de risque psychologique. Donc vous voyez combien la personne, quand elle a l'impression de dominer sa situation, de dominer ses décisions, combien ça la met à l'abri du stress. Voilà comment Karasek a résumé en un schéma, de manière, je trouve, géniale, l'observation du stress. Alors, nous allons rentrer dans un domaine de gestion du stress à travers différents éléments, et ça sera un élément de réponse à cette question que vous m'avez posée, comment dépister auprès de ces enfants? Alors, vous voyez, je vous ai dit que la réponse viendrait au fur et à mesure de la conférence. Les accords Toltec, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est un petit bijou écrit par un auteur, Miguel Ruiz, auteur sud-américain, un neurochirurgien de formation, et puis qui s'est versé comme ça dans une étude un peu psychologique. Et ce qu'il appelait les 4 accords Toltec résume de manière merveilleuse, je trouve, cette notion de vie sociale. Alors, le premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Qu'est-ce que cela signifie? Il nous demande de parler avec intégrité, de ne dire que ce que l'on pense. Vous trouvez trop de bêtises qui sont dites en disant après on regrette et on a dit ah, mes paroles ont dépassé ma pensée. Mais c'est inacceptable.
Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cerveau qui commande tout, on l'a dit tout à l'heure en introduction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ma parole a dépassé ma pensée. Non, c'est inacceptable. Il faut savoir parler avec intégrité et ne dire que ce que l'on pense et savoir bien l'expliquer pour être bien compris par autrui. Et cette parole dont je vous parle, c'est aussi la parole intérieure. Il faut, à travers ce que je vous dis, que ta parole soit impeccable, la façon dont on se parle à soi-même, le regard que l'on a sur soi-même, que ce regard soit impeccable également. Et on y reviendra tout à l'heure dans la notion de bienveillance, mais il est important que ce langage intérieur soit propre. C'est pas bon du tout pour que quelqu'un qui a un mauvais regard sur lui-même ou qui se parle mal, il se fait du mal. Deuxième accord Toltec, c'est ne prends rien personnellement. Donc là, on a vu la parole. Maintenant, des fois, on entend des choses qui sont désagréables. Qu'est-ce que ça veut dire ne prends rien personnellement? Et c'est-à-dire prendre en compte le fait que ce que l'on nous dit, bon, on nous l'a dit, mais est-ce que c'est la vérité pure qui sort de la bouche de celui qui me l'a dit? Non. Peut-être que cette personne était énervée parce que sa femme, son mari, l'autobus, le tramway, je ne sais pas, et que alors elle arrive boule de nerfs, elle me dit des choses qui sont désagréables, mais est-ce que ce sont mes 4 vérités? Pas forcément. Donc ne prends rien personnellement, c'est se faire une sorte de bouclier pour filtrer ce que l'on doit entendre et qui nous permet de progresser, on ne va pas faire non plus les sourds, hein, qui nous permet de progresser, et faire le filtre avec des choses excessives que l'on peut entendre qui nous feraient du mal si on le prenait pour argent comptant. Donc ne prends rien personnellement. Troisième accord Toltec, ne fais pas de suppositions, c'est-à-dire il faut avoir la franchise d'ouvrir sa bouche, comme je dis souvent, pour poser des questions et s'exprimer avec précision, exprimer ce que l'on ressent, exprimer ce que l'on souhaite. Ce que je vous dis est valable à tous les niveaux. C'est valable au niveau des relations enfants-parents, c'est valable au niveau du couple entre les époux, c'est valable dans un secteur de société, dans un bureau de travail, c'est valable à toute l'échelle de la vie. Et enfin, fais toujours de ton mieux. Alors parce que nous avons parlé tout à l'heure de la pression que l'on pouvait donner à ces enfants qui étudient, on a envie qu'ils réussissent, eux-mêmes ont envie de réussir bien sûr. Mais cette notion intérieure que l'on fait toujours de son mieux, elle est fondamentale. Il faut garder à l'esprit que le mieux d'aujourd'hui n'est pas le mieux d'hier, n'est peut-être pas le mieux de demain. Le mieux de ce matin, avant que je déjeune, peut-être qu'il était mieux que l'après-midi quand, dans les premiers cours, on est en train de digérer. Vous voyez? Donc, mais avoir à l'esprit que l'on donne tous ses efforts pour faire de son mieux, ça donne une conscience tranquille dans son activité et c'est très apaisant. Donc je vous les répète vite fait, que ta parole soit impeccable, y compris la parole intérieure. Ne prends rien personnellement, un filtre à ce que l'on entend et qui doit nous atteindre ou ne pas nous atteindre parce que ça vient de quelqu'un qui a débordé dans ses paroles. Ne fais pas de suppositions. Quand tu es face à une situation où tu as par exemple été vexé, où tu as été blessé, il faut savoir ouvrir le dialogue de manière à mettre au clair la situation, savoir exprimer ses désirs, savoir exprimer ce qui nous a peut-être blessé ou ce que l'on souhaiterait corriger. Et enfin, faire de son mieux. Les règles d'or, à mon sens, je les ai appelées comme ça, qui nous permettent de gérer le stress. Je les ai appelées comme ça, les règles d'or, parce qu'il me semble que dans notre société, c'est souvent ce qui manque pour voir naître des situations excessives en stress. Ce sont la bienveillance, le respect, le dialogue et la gratitude. On va essayer d'en dire quelques mots en vous disant au préalable que si on veut être schématique pour être clair, je vous dirais qu'il y a 3 façons de voir sa vie. La façon avec des œillères, c'est quoi la façon avec des œillères? C'est, je la vois limitée, voilà, je suis là dans mon cadre, puis ce qui se passe autour de moi, ça me regarde pas, d'accord? C'est une vision un petit peu limitée,
pas trop tôt, pas trop tard, enfin c'est monotone. Comme un mercenaire, c'est des personnes qui ont une soif de vaincre. C'est un peu les babouins du Kenya, un dominant, hein, comme un mercenaire, c'est celui qui veut vaincre. Alors, à votre échelle, je ne sais pas si vous vivez des mercenaires, mais dans le monde du travail, on voit des mercenaires. Pardon ? C'est sûr, hein ? On voit des responsables, des managers qui mènent leurs troupes, j'allais dire, à la façon des babouins du Kenya. Et malheureusement, le monde du travail qui pâtit plus aujourd'hui que ce n'était il y a quelques générations du stress au travail est en grande partie dû à ces erreurs de management. Donc voilà, vous avez compris ce que ça veut dire mercenaire, c'est celui qui va tuer père et mère pour arriver, pourvu qu'il gagne, pourvu qu'il domine. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est de vivre sa vie avec cœur. Alors, c'est général, ce que je vous dis, on va l'illustrer. Ok ? Je vais vous donner un exemple de bienveillance. Je me gare dans la rue et je trouve à côté de la roue une vis. Une vis bien pointue. Je bénis le ciel qu'elle soit juste à côté et que je n'ai pas roulé dessus parce que, vous avez compris, ça aurait été une crevaison. Et ça m'a amené une réflexion, cette vis dans la rue. Ça m'a amené une réflexion. Qu'est-ce qu'elle fait, une vis en plein milieu de la rue? C'est pas sa place, vous êtes d'accord avec moi? C'est pas sa place. Donc je me suis dit, il y a peut-être un mercenaire qui a mis volontairement une vis et vas-y, ça va faire du mal aux gens et allez, hein, mercenaire. Ou alors c'est quelqu'un avec des œillères qui a vu la vis avant moi, mais c'est pas son problème, alors il la ramasse pas. Et puis vous avez des personnes qui voient leur vie avec cœur, qui se disent, ben tiens, je l'ai échappée belle, et ben je la ramasse la vis. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je la ramasse, je vais la mettre là où elle ne pourra pas nuire. Vous avez compris un petit peu cette illustration de ce que je vous disais il y a un instant sur les 3 façons de voir sa vie, et cette notion de bienveillance, à faire attention autour de nous. La bienveillance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire veiller à faire du bien. Alors c'est général, hein, veiller à faire du bien. Aujourd'hui, on ne peut pas tout détailler, mais chacun a cette possibilité autour de soi de faire du bien. Voilà une illustration qui est un peu caricaturale, mais qui montre les choses. Faire du bien, c'est pas forcément en attendre quelque chose en retour. Ça peut être un bien désintéressé, ça peut être une pièce que l'on donne à quelqu'un qui en a besoin, ça peut être une porte que l'on tient à quelqu'un qui va passer derrière nous, au lieu de, bon ben tant pis, moi hein, vous avez compris comment la bienveillance peut s'exprimer à tout moment de notre vie, et ça permet, lorsqu'on est animé de ce sentiment, d'avoir le sentiment de faire un peu progresser notre société. Et c'est de la bienveillance qui va donner une élévation de notre société. La bienveillance aide à développer la confiance mutuelle. Elle rentre dans cette notion de respect partagé. Alors c'est difficile de tout détailler aujourd'hui, mais gardez ces notions importantes. Et la notion qui est fondamentale que je vous ai amenée avec ce langage intérieur, learn to love yourself. Il est très important de s'aimer soi-même. Ce que je vous dis paraît peut-être un peu spécial, c'est capital, c'est très important. Parce que si on a un mauvais regard sur soi-même, on n'est pas bien intérieurement, et ça va amener des réactions agressives ou des réactions dépressives et qui vont nous faire dégringoler. Donc, avoir un regard positif sur soi-même, et si on a des choses à corriger, et je crois qu'on a tous des choses à corriger dans notre façon d'être, dans notre comportement, eh bien, on se met en route pour les corriger, mais dès à présent et sans concession, sans condition, apprendre à s'aimer soi-même. Je vais vous en donner une illustration avec des tortues. Alors vous verrez que la tortue qui a le ventre en l'air, la pauvre tortue qui a le ventre en l'air, vous remarquerez qu'elle a le ventre creux. Vous savez qui sont les tortues qui ont le ventre creux? Ce sont les tortues mâles. Donc là, en l'occurrence, on a Monsieur Tortue qui est en situation difficile, qui est aidé par Madame Tortue.
Alors vous voyez comment madame a sorti monsieur de l'embrouille. Et moi je vous dis quelque chose. Si des tortues sont capables de faire ça, combien plus nous, hein, êtres humains? Je reviens sur le langage intérieur et le langage de tout à l'heure. Sachez une chose, puisque je vous montre des animaux, c'est que le langage, c'est l'élément qui nous élève, nous, êtres humains, au-dessus des animaux. Les animaux ont certes leur langage, leur communication, mais ils n'ont pas l'acuité du langage humain. C'est unique à l'être humain. Et cette perle dont nous avons été investis, il faut s'en servir pour faire du bien. On ne se sert pas de sa bouche pour dire du mal, on ne se sert pas de sa bouche pour maudire, insulter, on ne voit pas des animaux le faire. Alors combien plus nous, êtres humains, devons nous élever au-dessus de ces conditions. La gratitude, c'est très important. Qu'est-ce que c'est que la gratitude? C'est savoir remercier pour quelque chose qu'on nous a fait. Savoir dire merci, savoir dire bravo, c'est capital parce que la personne qui reçoit ce merci, ce bravo, elle s'en trouve gratifiée. Et ça l'encourage, ça lui donne la force d'aller plus loin. Alors, je parle aux parents, mais je parle aussi aux enfants, n'est-ce pas? Parce que la gratitude, elle est à double sens. Si elle n'est pas à double sens, on est dans une situation qui est ingrate. Donc, du haut vers le bas, du bas vers le haut, c'est reconnaître cette valeur du travail accompli. Du travail accompli, quel travail? Eh bien, le travail scolaire, d'accord, mais tout ce que nos parents font tout ce que les parents font pour les enfants aussi, il faut être empreint de gratitude. Vous voyez combien cette notion de gratitude crée des conditions de vie agréables. Et ces conditions de vie agréables permettent la communication, permettent d'ouvrir un dialogue entre les enfants et les parents, et c'est ça qui est important et qui vous permettra de dépister quelque chose qui ne va pas. Si on laisse un enfant dans son mutisme, eh bien, il va trouver d'autres moyens de dialoguer, il va être peut-être passer tellement de temps sur les réseaux sociaux, sur son portable, sur l'ordinateur, et que devient la relation familiale. Donc c'est très important et c'est un élément de réponse que je voulais apporter à la question que vous avez posée tout à l'heure sur la notion de dépistage par rapport à ces enfants. Elle passe avant toute chose par le maintien du dialogue avec ses enfants et vous, enfants, avec le dialogue avec les parents. On va en voir encore un petit élément. Étant jeune, je regardais beaucoup la télé. Voir les programmes, je les trouvais vraiment nuls dans l'ensemble. Je regardais la publicité. Pour moi, elle représentait la vérité. Et la vérité m'interpellait. Où est ta Cadillac? Où est ta montre de luxe? Tu ne sais pas qu'un jeune homme ou une jeune fille qui n'a pas réussi financièrement à notre époque n'est qu'un tas de merde? Ça me donnait envie de mentir, voler, de tout faire pour ne plus avoir cette sensation de peur, cette sensation d'inutilité. Alors ne croyez pas que j'ignore ce que vous éprouvez. Je ne me rendais pas compte à l'époque à quel point c'est facile de trouver la paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste de Noël, de Hanouka? Est-ce le vélo? Ou la poupée dont vous aviez tant rêvé? Non. Ce qui vous reste, c'est le bonheur éprouvé quand votre frère a défait le papier cadeau du magnifique frisbee que vous lui offriez, que vous étiez allé acheter pour lui. L'excitation que vous avez ressentie, comme ça vous a rempli de bonheur et de plaisir, et fait chaud au cœur. C'est ça, être riche. C'est la seule vraie richesse que vous connaîtrez. Voilà, je vous ai passé ce court extrait pour illustrer, bien sûr, vous l'avez compris, cette notion de bienveillance, de gratitude. Et ce qui apparaît en filigrane dans ce court extrait, c'est que on ne parle pas forcément d'argent, on parle de valeurs humaines,
on parle d'investissement, d'efforts affectifs pour créer ces bonnes relations. La pensée positive, c'est une notion très importante. C'est une notion très importante. La pensée positive, c'est face à des problèmes, avoir cette notion que de toutes les façons, le problème va se résoudre à un moment donné. Alors, c'est beaucoup utilisé en sophrologie. On se figure, et on se l'imagine, que la situation est résolue, et on fait le recueil de ces sentiments positifs que l'on a eus avec la résolution du problème, et ça donne l'énergie et la volonté, le courage d'avancer et effectivement de trouver les bonnes solutions. Et que ce soit toujours empreint de bonne volonté et d'humour. Parce que cette joie, elle est l'essence du succès au sens de cette bonne humeur intérieure que l'on entretient. Donc je vous donne un exemple de cette bonne humeur avec ce livre intitulé « Comment résoudre 50% des problèmes ». Il suffit d'en acheter 2 et on a tout résolu. Alors maintenant, le regard positif, c'est aussi une chose très importante. Quand je vous parle de la pensée positive, il y a aussi cette notion du regard sur la vie. Le regard positif est très important parce que c'est une tournure d'esprit qui est capitale. Est-ce qu'on va passer son temps à chercher ce qui manque, ou est-ce qu'on va plutôt passer son temps à féliciter pour ce qui est déjà effectué? Et alors malheureusement, je ne sais pas si je me fais griller en vous disant ça ici dans une conférence dans un milieu scolaire, mais je discutais avec un ami qui me dit que cette notion, elle est un petit peu à cause des dictées. Parce que dans les dictées, on passe des dictées, on compte quoi? Les fautes. Ça ne vient pas à l'esprit de compter les mots justes. Et donc, est-ce qu'on n'est pas un peu forgé, comme ça, un peu programmé, pour finalement avoir un regard sur ce qui manque? Alors, tout le monde connaît le fameux exemple du verre à moitié vide, à moitié plein. Mais c'est très très important de cultiver une vision positive. Est-ce que vous savez qu'on vit mieux que Louis XIV? Vous avez visité Versailles. Qu'est-ce qu'on a de plus que Louis XIV? Le roi Soleil, richissime, un palais. Eh bien, nous, on a l'eau courante. Nous, au moins, on a des toilettes. Vous savez qu'il n'y a pas de toilettes à Versailles. On a l'électricité qui nous donne la lumière à volonté. On a le chauffage à volonté. On a la sécurité sociale qui nous assure les soins de santé. Vous vous rendez compte que avoir une vision positive, ça vous permet de trouver des points qu'on pourrait banaliser, parce que nous, tout ça nous paraît banal. Mais si je vous sers sur un plateau qu'on vit mieux que Louis XIV, en tout cas dans un meilleur confort, ça remet les pendules à l'heure. À votre réflexion. C'est très important le langage que l'on tient à ses enfants, et je vous ai dit tout à l'heure que tout ce que je vous dis est réciproque. Attention à vos parents aussi. Il y a trop de talents qui sont inhibés par le découragement. Donc faites un cours d'anglais en traduisant ce qui est écrit ici, mais ce qui signifie bien que trop de talents sont éteints parce qu'on est découragé, on a entendu que tu n'y arriveras pas, tu n'en es pas capable. Attention, ça peut être aussi notre voix intérieure qui nous dit ça. Attention à ce que je vous dis. Ce n'est pas forcément une voix extérieure qui nous décourage. Vous avez compris ce que je suis en train d'essayer de vous faire toucher du doigt? C'est cette notion d'optimisme, cette notion de joie de vivre, cette notion d'aller de l'avant d'une manière positive et non de ne pas se décourager. Et c'est très important d'avoir cette voix intérieure qui vous pousse de l'avant pour pouvoir répondre à vos aspirations. Comme on le dit, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Alors le secret de tout ça, le secret du stress, c'est le changement. D'une manière générique, c'est le changement qui crée les situations de stress. Et aujourd'hui, nous avons motivé cette conférence par rapport à votre orientation, ce choix de l'orientation, qu'est-ce qu'on va devenir, que vais-je faire?
ou Veige, ou Courges. Alors, donc, ça, oui. Alors, donc, c'est le changement d'une manière générale qui est générateur de stress. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est installé dans une situation, dans ses habitudes, eh bien, on a un rythme de vie qui nous convient. Et lorsqu'on doit changer de situation, il va falloir générer une nouvelle énergie pour répondre à la nouvelle situation. Et ceci est générateur donc d'une adaptation qui est coûteuse en énergie, qui est aussi une réaction de stress et qui est naturelle. Des situations de changement qui peuvent même être des situations heureuses. On va le voir. Regardez. Ça a été mis en cotation. Il y a deux auteurs, Holmes et Rae, qui sont des auteurs psychologues qui ont codifié, qui ont coté en chiffres telle et telle situation avec une cotation stress. Et vous vous rendez compte que des situations heureuses que j'ai mis en blanc ont un score qui peut être des fois équivalent ou supérieur à des situations de stress, des situations malheureuses. Vous voyez, la grossesse, ça stresse, pendant le mariage, ça stresse plus que de perdre son travail. C'est normal, dirons-vous. Bon. Voilà. Voilà, vous avez ici donc ces cotations qui vous montrent que même pour des situations heureuses, des situations agréables, eh bien, cette dépense d'énergie, rentrer dans de nouvelles habitudes, de reprendre de nouvelles marques, sont générateurs de stress. Alors donc, je vais vous donner une illustration avec une petite histoire de ce chauffeur de taxi new-yorkais qui racontait aux passagers de son taxi qu'avant il faisait partie de la police montée. Donc il montait à cheval. Vous savez qu'aux États-Unis, ça n'existe pas en France, mais aux États-Unis, certains policiers, on en voit en France aussi? Oui, ah ben voilà, donc on a importé ça aussi des États-Unis. Donc les policiers peuvent être à cheval. Et lui, il se disait un expert de la conduite de son cheval, qu'il connaissait bien. Malheureusement, s'il était devenu chauffeur de taxi, c'était suite à une chute. Et une chute malheureuse qui lui avait abîmé une jambe et il n'était plus capable de tenir son poste donc de policier dans la police montée. Mais ce qu'il disait, qui est caractéristique, c'est que de manière à bien mener sa monture, eh bien, il y avait trois règles. Ne pas changer brutalement de direction. Vous voyez qu'un changement, il faut qu'il soit progressif. Il faut qu'il soit conduit, il faut qu'il soit amené. Ne pas faire sentir de peur à sa monture, c'est-à-dire quand on dirige, eh bien, il faut savoir rassurer. Il faut savoir encourager. Ne pas faire sentir de peur de la situation. Et enfin, il lui cédait certains caprices à sa monture. Alors par exemple, la monture de cet ancien policier, ce cheval était spécial. Quand il voyait s'envoler un sachet en plastique, ben, il s'arrêtait, puis il regardait s'envoler le sachet, et il lui cédait ce caprice. Alors vous avez compris pourquoi je vous raconte cette histoire, parce que vous mettez ces trois ingrédients dans ce que je viens de vous dire. Savoir conduire un changement avec douceur, avec assurance, et pas faire sentir de peur. Un changement, ça doit être bien préparé, bien réfléchi. Une orientation, ça doit être bien préparé, bien réfléchi, de manière à la faire en douceur, à la vivre avec enthousiasme et non pas avec peur. Et puis bon, s'il y a certains moments de faiblesse à certains moments donnés, il faut savoir céder certains caprices aussi. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais il faut le rendre possible. C'est Antoine de Saint-Exupéry qui a écrit cette phrase, et Peter Drucker, non pas le présentateur, hein, mais c'est un auteur psychologue américain. La meilleure façon de prédire l'avenir, ben, c'est de le créer, de se forger son avenir, de se donner les moyens de son ambition. Donc si on a envie d'être à tel poste, d'avoir telles études, ben, il faut s'investir de tout son cœur pour réussir. Et donc, le secret de l'adaptation au changement, enfin, le secret de la gestion
du changement, c'est de savoir s'adapter. Alors on va le voir, on va le voir. Vous branchez le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert, vous appuyez et plaf. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord? Bon, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton vert. Bon, alors le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton vert. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. C'est pas ça. Je vais essayer le contraire. C'était ça. Alors, je rappelais, le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton vert. Voilà un exemple de savoir s'adapter en douceur et avec humour. Voilà, s'adapter, c'est rendre possible ce que l'on pourrait croire impossible. Il ne faut pas oublier que, tout en restant réaliste bien sûr, souvent on se donne des limites qui sont tout à fait artificielles. Et donc, avoir la volonté de réussir, c'est se donner aussi ces possibilités de le faire. Sinon, on peut voir aussi sa vie comme ça, mais avant toute chose, je m'aime quand même. Alors, je voudrais approcher de la fin de cette conférence avec une page de travaux pratiques. Je vous en prie. Avec une page de travaux pratiques. Le corps au service de l'esprit. Vous allez passer des examens, vous êtes des fois dans des phases de révision. Il existe des techniques que je voudrais aborder avec vous, même en restant vous assis, je vais vous les montrer, on peut les faire ensemble pour que vous puissiez puiser dans ces différentes techniques dans des moments où on est un peu pris par le stress, face à un examen, une interrogation écrite ou un oral à passer, avoir recours à ces solutions qui sont très faciles. Donc les exercices respiratoires, c'est très simple, enfin c'est très simple, il faut l'avoir appris. La respiration, c'est la fonction qui est à la fois automatique, on ne réfléchit pas à respirer, n'est-ce pas? Mais aussi on a la possibilité d'avoir une action, nous, pour ralentir ou accélérer volontairement la respiration. Donc le but du jeu est de ralentir sa respiration, on respire, mais on respire plus calmement, plus lentement, et ça permet également d'avoir un effet de ralentissement du cœur, et ça calme, ça calme. On peut aussi adopter ce qu'on appelle la respiration abdominale. La respiration, vous savez tous qu'on respire par les poumons. C'est quoi? Ça veut dire quoi la respiration abdominale? Ça veut dire qu'on va faire jouer le diaphragme. Le diaphragme, c'est ce muscle qui est ici, entre le thorax et l'abdomen. Lorsqu'il s'abaisse, ça permet à nos poumons de se remplir d'air. Et donc, lorsqu'il s'abaisse, le ventre gonfle. Et lorsqu'on expire, on souffle l'air, le diaphragme remonte et le ventre rentre. D'accord? Donc regardez comment on fait. Vous pouvez vous entraîner, même là, ça s'appelle la respiration abdominale parce que le fait de mettre l'accent sur le diaphragme et ces mouvements abdominaux, donc d'inspiration et expiration, permet de faire une sorte de massage du ventre qui a une action de détente. Vous savez peut-être que la fonction digestive est extrêmement riche en neurones, extrêmement connecté au cerveau. Il y a ce qu'on appelle un feedback positif vers le cerveau, c'est-à-dire une information qui arrive au cerveau de par le ventre, donc de détente. Voilà rapidement vu ensemble comment les exercices respiratoires, donc ralentir la respiration et privilégier la respiration abdominale, ça peut détendre. Les exercices musculaires également, c'est la méthode dite de Jacobson, cette personne qui a mis au point ces phénomènes de contraction musculaire pour apprendre à bien se décontracter. Alors, l'exemple typique, c'est au niveau des trapèzes, c'est contracter ces trapèzes pour apprendre à bien se relâcher. Ce qui nous intéresse, c'est apprendre à nous relâcher. Et donc, on accentue la contraction pour bien relâcher. Vous voyez? Alors,
en sophrologie, ça s'utilise également, et on donne une image. On dit que on va soulever 2 valises pleines de nos soucis comme ça, et on les jette. Vous voyez, ça donne une image en même temps à ce geste de contraction pour bien se décontracter. L'imagerie mentale positive, je vous l'ai illustré tout à l'heure. Avoir dans un tiroir de sa mémoire une image, une scène. Je vous ai cité tout à l'heure les rescapés de déportation qui avaient l'image, lui de son épouse, lui de sa mère, qui les ont aidés à surpasser ces épreuves terribles. La pensée positive, nous l'avons abordée rapidement. Je vous rappelle également rapidement ce que c'est. La pensée positive, c'est face à une difficulté, au lieu de se laisser manger par le stress, fermer les yeux, s'imaginer que la situation est résolue, se figurer que la situation est résolue. Et si c'est une situation qui est très perplexe, peut-être l'imaginer résolue par étapes. Une première étape, une deuxième étape. Et ça permet de donner l'énergie, l'enthousiasme pour prendre les bonnes décisions et effectivement réussir à vaincre ces situations difficiles. Enfin, je vais vous donner un cadeau, c'est la posture. La posture. Ce sont les travaux d'un chercheur, une femme chercheur américaine, Andy Cuddy, qui est une femme extraordinaire. Vous pouvez la trouver, elle donne une conférence qui est en ligne, ça vous fera réviser l'anglais. Et donc, elle a fait des travaux sur la posture, pour montrer que lorsqu'on a une posture fermée, un peu comme les dominés du Kenya, là, eh bien, on a une augmentation du stress, une augmentation de l'hormone du stress qui est le cortisol. Lorsqu'on a une posture de vainqueur, eh bien, on a une diminution de l'hormone du stress, de l'hormone du cortisol. Pendant combien de temps faut-il garder la posture vainqueur pour avoir une baisse du cortisol? 2 minutes suffisent. 2 minutes suffisent. Regardez ce cadeau. Vous gardez la posture à la Wonder Woman pendant 2 minutes, avant un examen, avant un oral. Mais vous allez avoir une baisse qui a été chiffrée de 20% du cortisol et une augmentation de 15% de testostérone qui n'est pas seulement l'hormone sexuelle, 15% de la testostérone qui est l'hormone également de l'enthousiasme, de l'envie d'aller de l'avant, de vaincre. Donc vous voyez, pendant 2 minutes, c'est pas tout, regardez. La position, des fois un peu moins discrète, n'est-ce pas, si vous êtes dans le couloir d'un examen, celle-ci, qui peuvent des fois prêter à confusion aussi, ces 3 postures sont des postures qui ont été examinées et preuve à l'appui par des dosages donc, du cortisol, elles font baisser l'hormone du stress. Et c'est ainsi que Petit Poussin se voit grand signe et donc il faut savoir s'adapter pour repousser ses limites. Voilà, alors je voudrais terminer en vous disant que la vie est un cadeau précieux. Ça ne sert à rien de se la compliquer. On a tous des situations difficiles. On a tous passé des phases qui sont moins agréables que d'autres. Mais il est capital de chérir sa vie et au moins soi-même, ne serait-ce que par ce langage et ce regard intérieur dont je vous ai parlé, se la rendre facile. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis ouvert à toutes vos questions. Vous avez des tests biologiques qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Il y a des tests sanguins, donc doser le cortisol dans le sang. Il existe une façon un peu plus facile, c'est pas facile, mais enfin un peu plus pratique si on veut faire des expériences. C'est un dosage dans la salive du cortisol. Et enfin, il existe une échelle analogique, une échelle visuelle analogique de mesure du stress. C'est la même échelle que la mesure de la douleur, qui depuis les années 75 est utilisée dans le monde entier pour mesurer la douleur, donc qui est aussi une notion impalpable, une notion qui est subjective, la douleur. Eh bien, ces mêmes échelles peuvent être transformées en échelle de mesure du stress. Comment ça marche? On présente l'échelle à la personne, il y a une ligne, 2 extrêmes,
zéro stress, le stress extrême, et la personne s'auto-évalue et met le curseur sur là où elle se sent. Derrière, et qui n'est pas montré à la personne, il y a une graduation donc qui permet d'avoir des chiffres et donc d'établir des résultats avant-après, notamment des techniques. J'ai fait une étude personnelle sur plus de 120 personnes avec ma méthode la neuroénergie, qui va être publiée ce mois-ci dans la revue européenne de phytothérapie. Donc toutes les mesures ont été faites avec cette méthode d'échelle visuelle analogique. D'autres questions? Oui? Andy Cuddy. Andy Cuddy. Oui? J'ai vu dans le tableau que le stress peut provoquer l'hypertension. Oui, l'hypertension artérielle. Voilà. Des hypotensions artérielles, oui, ça peut le faire. Ça peut le faire. Comment? Quel est le mécanisme? L'hypertension, c'est parce que les artères ont des muscles dans leurs parois qui vont se contracter, donc ça va augmenter la pression artérielle, et on peut avoir l'inverse, effectivement, une hypotonie de ces muscles, donc une hypotension. Maintenant, l'hypotension n'a pas pour cause exclusive le stress. La fatigue, le manque de sommeil créent une hypotension également. D'autres questions? Allez-y, je réponds avec plaisir à vos questions. Oui? Quand j'étais donc encore en activité médecin généraliste, nous avons eu des stages de formation par la sécurité sociale qui nous ont donné des informations complètement fausses. En l'occurrence, ils nous disaient que c'était les garçons qui étaient le plus dépressifs et qui étaient thanatos, c'est-à-dire constamment à chercher l'accident. Et je suis assez surprise que vous ayez... Alors, attention, parce que les chiffres que je vous ai donnés sont des chiffres modernes. Ça dépend à quel moment, en quelle année vous avez eu vos propres chiffres. Et les choses ont évolué. Je vous ai dit qu'il y a une accentuation des taux de dépression chez l'enfant, chez les élèves, qui frisent les mêmes taux que dans le monde adulte, et c'est une notion récente. D'autres questions? Oui? Alors, les slides sans ma présence ne sont pas intéressantes parce qu'il faut que je vous les commente. C'est comme un corps sans âme. Oui? 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 Alors j'aime cette question parce qu'elle revient tout le temps. Je suis dermatologue, qu'est-ce qui m'a amené à m'occuper du stress? Alors, je vais vous répondre par une boutade, c'est que 30 ans de dermatologie, c'est aussi 30 ans de gestion du stress, parce que en fait, en dermatologie, il y a énormément d'éruptions qui sont liées au stress. Mais c'est aussi parce que j'ai mené avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de cœur, cette recherche que j'ai menée sur la compréhension du stress et la recherche d'une solution. Donc ça a été une vraie recherche personnelle, hein, au-delà du fait que je suis dermatologue, au-delà du fait qu'il y a beaucoup d'éruptions liées au stress. Mais habituellement, très souvent, vous avez, dans votre expérience personnelle, si vous avez été consulter un médecin pour un problème lié au stress, il va vous dire « Ah, ma pauvre ou mon pauvre, c'est le stress qui fait ça. » Mais la plupart du temps, ça s'arrête là. Donc, dans la quête d'une solution à apporter. Et la solution que j'ai trouvée, elle repose sur deux volets. D'abord, cette pédagogie qu'il est très importante de donner, parce que cette pédagogie, elle vise à rendre autonome dans la gestion du stress. Et les séances que je donne également, y compris à mon cabinet, pour permettre aux personnes qui sont très stressées de libérer leur stress. Voilà, donc à la fois une action concrète, pratique en séance, et à la fois cette pédagogie qui est fondamentale. À mon sens, l'un ne va pas sans l'autre. Oui? Vous avez dit que le stress des enfants des adolescents se rapprochait de celui d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est typiquement français? Non. Ça aussi à Alors, l'étranger? parfait, très bien. Alors, on me demande si les chiffres que j'ai montrés d'augmentation du taux de dépression, de stress chez les élèves, donc qui est en augmentation, étaient typiquement français. Eh bien non, il est à l'échelle européenne,
Et notamment en Allemagne, on a les mêmes chiffres. En Irlande, c'est encore pire. Donc c'est à l'échelle au moins européenne. Je ne peux pas garantir sur les États-Unis, mais au moins à l'échelle européenne, je vous le garantis. D'autres questions, avec plaisir. Est-ce que dans les écoles, on se décide enfin à faire de la prévention? Et y a-t-il le questionnaire d'évaluation de la dépression systématique en dépistage à l'école? Alors, ça, c'est pas moi qui peux répondre, c'est quelqu'un qui travaille dans l'école qui vous répondra. Mais le fait qu'on m'ait invité aujourd'hui est bien la preuve que l'on s'intéresse au problème du stress et de près, qu'on s'intéresse dans le monde scolaire. Je peux répondre en tant que travailleur éducatif. Peut-être venez près du micro. Oui. C'est-à-dire que c'est un phénomène que l'on prend en compte de plus en plus dans tous les établissements scolaires, avec l'introduction effectivement de praticiens, les sophrologues qui arrivent. Il y a des ateliers ici qui existent. L'année dernière un atelier, cette année il y a 3 et bientôt 4 ateliers qui fonctionnent. Je pense qu'il y a certains élèves ici, je ne sais pas s'ils font partie de cet atelier. Donc c'est une demande importante. Mais la demande importante, c'est un travail de repérage, peut-être qui ne se faisait pas avant et que l'on prend en compte. Moi, je voulais vous remercier, Monsieur Aziza. Et tout simplement, avec cœur, vous nous avez permis, malgré tous les mercenaires qui existent, qui nous entourent, ici ou ailleurs, peut-être ici un peu moins, hein, dans le monde de l'éducation, de nous permettre de commencer à enlever nos œillères, individuellement et professionnellement, et de commencer à penser, à nous repenser. Bon, ce ne sont pas des mots en général, alors que moi je travaille dans ces lycées, il y a des parents d'élèves ici, j'ai des enfants aussi, et des petits-enfants, et c'est vrai que par rapport à ces jeunes, il faut penser à ne pas oublier les remerciements, les encouragements, et puis c'est très important et je pense que c'est essentiel. Vous avez parlé de la dictée, et ça fait plus de 40 ans maintenant que je fais des conseils de classe. J'ai toujours à mes collègues, pourquoi commencer par ce qui ne va pas? Voilà, je vous remercie beaucoup. Avec plaisir, merci. Je vous remercie.